Bien, merci d'être présent pour cette session de regard croisé. On va commencer sans trop attendre pour deux bonnes raisons. D'abord parce que Alain Dervaux aura un train à prendre rapidement à la fin de la session. Voilà. Donc on ne peut pas prendre de retard. Et il y a un programme chargé après, donc avec visite de musée. Donc impérativement, cette session se terminera à 17h30, dernier délai. Voilà, on n'a pas la possibilité d'aller plus loin. Alors pour parler un petit peu donc de addiction et émotion, puisque c'est les thèmes de cette session. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Dervaux, qui est professeur de psychiatrie et d'addictologie, voilà, hein, et donc chercheur à l'INSERM d'Amiens et à l'INSERM de Paris. Voilà. Vous avez sans doute, pour certains d'entre vous, pu voir le film hier soir, qui était en projection dans cette même salle. D'autres peut-être l'ont vu par ailleurs. Voilà, c'est un film très intéressant. C'est un film donc de Cédric Kahn qui est avec nous ce soir. Donc Cédric Kahn est scénariste, réalisateur, acteur. Donc pas mal de cordes à son arc. Je relis pour être sûr de ne pas me tromper parce que quand même il y a pas mal dans le CV. Il débute aux côtés de Maurice Pialat, connaît le succès avec L'Ennui, Charles Béring, Roberto Succo. Il tourne ensuite Feu Rouge avec Jean-Pierre Daroussin, Carole Bouquet, quand même, des acteurs qu'on a entendu parler. L'Avion avec Isabelle Carré, Vincent Lindon. Les Regrets, Yvan Attal, Valéria Bruni-Tedeschi. Une vie meilleure, Guillaume Canet, Leila Bekti, Vie sauvage de Mathieu Kassovitz. Et le tout dernier, en 2019, Joyeux anniversaire avec Catherine Deneuve, Vincent Macaigne et Emmanuel Berco. Voilà. 2018, donc l'année dernière, c'est le film La Prière, qui a été récompensé au Festival de Berlin, qui a récompensé son interprète principal, Anthony Bajon, donc pour ceux qui ont vu le film, Thomas, qui est un jeune qui a des soucis avec la drogue. Voilà. Donc, on va lancer le débat si vous le voulez bien, et puis il y aura donc des micros qui pourront aller dans la salle, et je regarde Julien, donc pour enrichir, ou si vous avez des questions à poser. La première question que j'aurai, je me tourne vers Cédric, bon, t'aimes pas commencer, bah tant pis. Donc c'est l'histoire d'un parcours, on a vu effectivement que c'est quand même une évolution d'un jeune, d'un parcours. Alors ce parcours, l'idée de faire ce film était venue comment et qu'est-ce qui a fait que c'est un film à la fois documentaire, un film autour d'eux? Alors est-ce que tu peux préciser un petit peu la genèse de ce film et comment ça s'est monté dans ta tête? Voilà, je te laisse la parole. C'est un peu long, même si c'est un peu long. Oh, bon, on a le temps, là, c'est bon. Je vais essayer de faire court. C'est pas du tout un film documentaire, dans la mesure où c'est vraiment une fiction, c'est écrit et c'est interprété par des acteurs. Le documentaire, c'est quand on filme les gens dans leur propre histoire. Mais par contre, c'est très documenté. Voilà. Comment dire, en fait, j'ai entendu parler d'une communauté qui soignait les toxicomanes avec la prière. Voilà, par une jeune femme qui voulait en faire un livre d'ailleurs, une écrivaine. Et immédiatement, j'ai été très intrigué, quoi. D'abord, j'étais très surpris. Et je lui dis, voilà, quand tu feras ce livre, ça m'intéresse. Mais bon, elle n'a jamais fait de livre. Et donc, je suis allé moi-même à la rencontre. Alors, en fait, elle connaissait un gars qui avait été dans cette communauté. Donc, je suis allé avec un scénariste, avec le scénariste du film. Dans cette communauté, on est resté assez longtemps. On a parlé avec les jeunes gens qui étaient là, on les a fait témoigner, ils nous ont raconté leur histoire. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait la possibilité de faire un film, en fait. Voilà. Le film n'est pas... On croit toujours que les idées arrivent comme ça, en se levant le matin, mais en fait, non, là, c'était
un processus. Donc voilà, donc je dirais que c'est quand même au contact de ces récits en fait que la possibilité du film est arrivée. Et c'est vrai qu'on peut résumer le scénario à une thérapie en fait. On peut dire que c'est l'histoire d'une thérapie en fait, d'une thérapie qui réussit. Alors évidemment, la réalité est plus contrastée que ça. Donc voilà, donc la discussion, on peut parler du film, mais on peut aussi parler de ce que j'ai vu, et je peux pas dire vécu, parce que je vais pas passer assez de temps, mais vu et ressenti au contact de ces jeunes gens qui essayaient de s'en sortir par cette méthode-là, quoi. Voilà. Donc une thérapie, oui, mais donc je me tourne vers Alain Dervaux. C'est quand même un certain type de thérapie, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les thérapies pour les toxicos. C'est pas forcément une thérapie conventionnelle, mais il y a un certain nombre de communautés qui, qui sont développées comme ça, hors cadre thérapeutique habituel. Et il y a eu un célèbre exemple dans les années 70 et 80, c'était Lucien Angelmayer qui fonctionnait un peu comme ça, sur un mode très contenant. Et ce qui m'amène à dire que moi, mon regard clinique sur ce film, qui est effectivement le parcours d'un jeune toxicomane qui rentre dans une communauté religieuse et, et dont le parcours est marqué par finalement le fait d'acquérir l'expression des émotions qu'il ne pouvait pas émettre auparavant, au départ. Donc c'est l'histoire. Alors moi, par rapport à ce film, ça m'évoque tout de suite, puisque j'ai travaillé 20 ans dans un centre d'addictologie, un XAPA, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, avec beaucoup d'héroïnomanes, dont Thomas, le héros, était. Et donc ça m'évoque beaucoup de choses. Et ça m'évoque un profil tout à fait particulier, qui est relativement fréquent, et qui est marqué par l'alexithymie, dont a parlé longuement Maurice Corcos hier. Et ce parcours de sujet de Thomas me paraît parfaitement illustrer l'alexithymie que présente ce sujet. Il a beaucoup de mal à ressentir des émotions, et le film montre bien à quel point il peut ressentir des émotions, mais aussi à quel point c'est difficile de le mettre en mots, surtout dès le départ. Alors, il arrive à mocher, donc il reçoit des coups, il en a probablement donné. On ne sait rien de son histoire, ça c'est assez fréquent, même quand les autres lui demandent. Ça c'est ce qu'on voit aussi en clinique. Très réticent, ils disent rien, il y a un blanc. Et d'ailleurs, si on essaie d'explorer un peu plus, on sent quand même une certaine tension, donc on comprend qu'il vaut mieux pas aller trop loin parce que ça peut exploser. Et donc c'est quelque chose auquel on est familier, avec un profil donc très alexithymique et un profil, pour aller vite. Alors, je suis devant un public de psychiatres parce que les non-psychiatres, ils ont du mal à comprendre. Je comprends pas tout, moi. Le terme de psychopathie, c'est pas compréhensible par les non-psychiatres, mais les psychiatres connaissent bien ce profil, on va dire ce profil ou les tendances ou les traits, plutôt des traits, parce que sinon on va mettre des étiquettes, donc c'est un peu compliqué. Mais ce sujet, on en voit beaucoup des comme ça, et ce film raconte le cheminement, on va dire. Alors, thérapeutique oui ou non? Non, parce que ce n'est pas un cadre habituel, mais oui, parce qu'on voit ce sujet évoluer, et il évolue en mettant du sens à ce qu'il fait, en mettant des mots, et puis finalement, alors qu'au début, il avait du mal à assumer, on va dire, pour aller vite, son moi, enfin, sa personnalité, à la fin, il peut faire des choix, des vrais choix, avec une vraie liberté, qu'il peut exercer, alors qu'il ne pouvait pas au départ. Et chose qu'on voit très souvent chez les patients toxicos, bien qu'ils revendiquent une grande liberté, ils sont complètement assujettis à un produit, ils perdent complètement leur liberté qu'ils revendiquent par ailleurs. Et on s'aperçoit assez vite, je le sais parce que on en voit beaucoup, ce sujet-là, il a beaucoup souffert dans sa vie, même si on ne sait rien. Et il illustre vraiment ce qu'a dit Maurice Corcos hier, c'est, et notamment chez certains, qui sont tellement angoissés, mais rien ne peut se dire. Et probablement que dans son histoire, il s'est passé des choses horribles. Et Maurice Corcos donnait l'exemple de la mère d'Henri Michaud, qu'il comparait à une statue blanche, sans bras, quelque chose comme ça. Et effectivement, pour ce jeune-là, on sent qu'il y a eu des choses, des traumatismes extrêmement importants.
peut-être de cet ordre-là, peut-être d'autres choses, mais en tout cas quelque chose d'extrêmement douloureux et qui ne peut pas se dire, qui est dans l'indicible et qui restera longtemps dans l'indicible, eh bien au départ, il s'exprime avec des actes, il passe à l'acte sans arrêt, et ça se voit tout à fait au début. Au début, il éprouve le cadre, et donc ça, on voit ça souvent avec ce profil de sujet. Avant, ils allaient à la Légion, ces sujets-là. Maintenant, la Légion n'en veut plus. Donc, avec une loi paternelle défaillante, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais très vraisemblablement, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, les règles, je ne les connais pas, je ne veux pas de règles, et du coup, j'éprouve le cadre. Et très vite, il se retrouve à passer à l'acte contre les autres. Donc, il agresse les autres. Donc, voilà. Et petit à petit, on voit son cheminement. Petit à petit, ce cheminement, c'est petit à petit, les autres le forcent à parler parce que c'est la règle. Alors généralement, ce type de communauté thérapeutique a des règles très dures, très fortes, très contenantes, parce que ce type de sujet a l'habitude d'aller partout. Et souvent, c'est comme ça qu'ils se construisent. C'est des sujets qui se construisent au fur et à mesure des événements qu'ils rencontrent dans leur vie. Faute d'une guidance parentale, on va dire, suffisante, ce sont des gens qui souvent ont été amenés, non pas à organiser leur futur, mais c'est plutôt l'environnement qui l'organise, à cause de défaillances parentales très précoces. Et ce faisant, il a rencontré à ce moment-là, cette communauté-là, où il est arrivé. Et cette communauté était tellement contenante et tellement, on va dire, un peu persécutrice, eh bien, ça convient à un certain type de sujet-là. Au début, ça ne s'est pas fait simplement. Il se sauve. Mettre le micro plus. D'accord. Ah, d'accord. Alors, j'ai bougé mon bras avec ma tête, parce que je m'adresse au public, je m'adresse aussi à mes voisins. OK. Donc, j'espère que, pour autant, ce que j'ai dit a été entendu, à peu près. Et donc, je disais, ce type de personnalité peut convenir à ce type de, on va dire, communauté thérapeutique, mais il aurait très bien pu évoluer avec d'autres types de thérapies qui ne sont pas forcément a priori fondées sur la parole. Je pense par exemple à des thérapies médiées par le corps ou d'autres types de communautés thérapeutiques où on va aussi les aider à parler, donc, mais pas d'une façon peut-être aussi un peu coercitive. Donc, on retrouve des choses qu'on retrouve un peu dans d'autres communautés dites thérapeutiques. Ils sont très entourés, presque tout le temps. Ils sont incités à parler. Là, dans cette communauté-là, ils sont plutôt obligés de parler. Et puis, progressivement, il va se mettre à pouvoir exprimer ses émotions. Mais c'est dur. À un moment donné, tous les membres de la communauté parlent devant les autres, parlent de leur propre parcours devant les autres. Pour la plupart, surtout les filles, c'est pas difficile. Ils peuvent exprimer très facilement leurs émotions. Mais lui, c'est impossible. Il ne peut pas raconter son histoire tellement c'est douloureux et tellement c'est impossible à mettre en mots. Du coup, il s'effondre. Il pleure. Et puis, il se fait convoquer par la religieuse, l'âme de la communauté, celle de la fondatrice. Et là, à ce moment-là, elle lui dit, mais tu mens, tu triches. De toute façon, tu es un toxico, tu triches, tu mens. Et c'est pas vrai ce que tu dis. Tu dis que tu adhères à la religion, mais ce n'est pas vrai. Et lui dit, oui, si, j'adhère à cette religion. Mais ça fait faux. Parce qu'en fait, les émotions, il n'arrive pas à les exprimer. Du coup, il emprunte à la communauté son idéologie religieuse, qu'il emprunte, mais comme il n'a pas l'habitude d'exprimer les choses, ben, il l'emprunte un peu maladroitement, et du coup, ça fait inauthentique. Et du coup, il se fait mettre une gifle par la religieuse qui lui dit « Non, tu n'es pas digne d'entrer dans notre communauté parce que tu mens et tu triches. » Alors que lui est persuadé, on en a discuté à midi, lui est persuadé que si, okay. je suis Il ne faut pas confondre inauthenticité et incapacité à exprimer, quoi. Voilà. C'est pas... Est-ce que, alors, si vous avez des questions en tête, essayez de les garder. Il y aura donc Julien qui va passer avec le micro et vous n'hésitez pas à lever le doigt. Hein. Je pense que tout l'intérêt sera que ce sera interactif.
par rapport à votre propre perception du film et ce qui est dit ici entre nous. Cédric, par rapport donc à ces jeunes adultes très perturbés, hein, toi, tu as eu un regard donc de, pas de clinicien, hein, de sachant, mais un regard intéressé, un regard sociétal, un autre type de regard. Est-ce que en filmant, en allant voir dans cette communauté, est-ce que ce comportement, tu le retrouves dans ce que tu as vu et qui t'a intéressé, notamment, on disait, sur la perte d'identité, sur le manque de repères parentaux. Est-ce que c'est quelque chose qui était effectivement repéré lors du début du film, de sa construction? Moi, ce que j'ai beaucoup. Alors, pour moi, c'est plus facile finalement de parler de ce que j'ai entendu et des témoignages que j'ai reçus que du film lui-même. Parce que même si je suis très heureux qu'on parle du personnage principal du film comme d'un cas, en fait, moi, je sais quand même que c'est un personnage de fiction, les scénaristes et moi, on l'a inventé, on l'a créé. Tant mieux s'il est juste et qu'il croise des choses. Mais par exemple, le fait qu'il parle pas, c'était vraiment un choix de fiction, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que l'identification des spectateurs serait plus grande si on connaissait rien de son histoire et qu'à chaque fois. Alors voilà. Par contre, tous les personnages qui sont autour sont inspirés des témoignages et sont accrochés à des histoires plus réelles. Je dirais que le personnage principal, finalement, est le moins réel de tous les personnages du film. Donc votre question, c'est par rapport aux personnages, aux personnes que j'ai rencontrées, en fait, Oui. plus que ce qu'on a écrit. Ouais, ce qui revenait dans les témoignages, il y a des constantes, en fait, et effectivement. Et ça, quand même si on peut juger que la religion, on peut avoir ses positions sur la religion, et je sais que pour avoir beaucoup parlé du film et rencontré beaucoup de spectateurs, c'est un sujet très sensible. Mais je trouve que, en fait, quand même, ce qui est très intéressant dans cette communauté, c'est qu'il y a effectivement l'accroche, c'est la religion, c'est le socle, on va dire, mais quand même, bien d'autres choses sont développées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'obligation de vivre en groupe, l'obligation de parler, de témoigner, l'obligation d'obéir aux règles, de jamais être seul. Il y a aussi des choses qui croisent des thérapies plus laïques, comme le fait de ne pas voir la radio, pas voir la télé, pas voir les journaux, enfin voilà, d'être très peu sollicité par le monde extérieur. Et tout ça pour dire que donc en fait j'ai beaucoup rencontré leur histoire à travers les témoignages et une des vertus quand même de cette communauté, c'est que les gens parlent quand même, les gens s'expriment, les gens racontent leur histoire à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté. Et il y a beaucoup, oui, il y a des enfances compliquées, quoi. Ça, il y a à tous les coups des enfances compliquées, des histoires c'est l'histoire avant la drogue qui est compliquée et c'est souvent la drogue n'est que l'habillage de cette histoire qui la précède. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, donc ça veut dire que en étant dans cette communauté, tu as pu repérer tous ces manques, hein, et qui contribuent en fait à une impossibilité d'exprimer, parce que en fait on voit bien que tout passe par le comportement, hein, qui est violent, qui est extrême, qui est, bon, effectivement sur le point de vue clinique qui retrace des items de psychopathie, hein, agir et voilà. Mais Je peux juste, oui, juste une observation, après vous en ferez les conclusions que vous voulez, mais ce que j'ai vu, moi je suis arrivé à un instant T, donc à l'instant où je suis arrivé, il y avait des gens qui venaient d'arriver, des jeunes gens, et des gens qui étaient là depuis très longtemps. Enfin voilà, il y avait tous ces profils-là cohabitent en même temps. Et en tout cas, ce que vous dites, je l'ai vu sur les gens qui venaient d'arriver. Ceux qui étaient là depuis 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, effectivement, pas de parole, pas de regard, ils ne vous regardent pas dans les yeux. Mais par contre, les gens qui étaient là depuis longtemps, c'est-à-dire qui partaient pas, parce qu'il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de gens qui s'en vont, mais ceux qui tiennent le coup, comme on dit, et vraiment ça se voit, mais c'est physique, hein. Les visages s'ouvrent, les regards s'ouvrent, la parole s'ouvre, enfin voilà. Tout. Donc les gens qui étaient là depuis un certain temps, quand même, ne correspondaient pas au profil que vous décrivez. est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Oui, là-bas.
Merci. Ben, pour relancer un peu l'animation, je vais faire l'avocat du diable, mais j'ai envie de dire, moi, que je trouve que ce n'est pas du tout des thérapies réussies. On vient de rappeler, il y a beaucoup d'échecs. Il y en a qui disent adieu quand ils parlent, quand le héros part, ils disent adieu. Donc, ils rappellent qu'ils sont là depuis très longtemps, ils n'ont pas encore réussi à aller vivre ailleurs. C'est le deuxième échec. Troisième échec, regardez les deux animateurs dans le film. L'homme, je ne me souviens pas de l'avoir vu rigoler. Il est robotisé à mort dans le système, on va dire, carrément une caricature de l'Église catholique. La religieuse, elle a besoin de taper, elle ne trouve pas non plus les mots pour convaincre l'autre. Donc les deux animateurs sont malades. Je pourrais continuer comme ça mon catalogue. Donc pour moi, ce n'est pas l'expression d'une thérapie. Et puis en plus, maintenant, faisons intervenir le hasard, le fait que la jeune fille est là et qu'elle contribue à la guérison, en quelque sorte, du héros, ça n'a rien à voir avec la thérapie, c'est presque un coup de chance. Ce n'est pas le système qui a contribué au succès, c'est la jeune fille qui, par hasard, vous mettez ce que vous voulez derrière par hasard, qui joue un grand rôle, etc., etc. Oui, alors c'est pour ça que j'ai dit parcours. J'ai pris un peu quelques distances avec thérapie, effectivement, parce que quand même, il y a quand même une évolution. Et ce qui me paraît intéressant à souligner dans le parcours de ce sujet, effectivement de fiction, c'est que progressivement, il arrive à mettre des mots. Alors maintenant, par des moyens qui ne sont pas du tout conventionnels, mais c'est ça le processus. Il y en a qui font ça tout à fait spontanément et qui ne recourent pas ni à des communautés comme ça, ni à des soignants. Mais le processus, c'est que progressivement, il arrive à exprimer ses émotions et à faire un vrai choix libre tout à fait à la fin. Puisqu'il va rejoindre la fille, Sibylle, là, tout à fait à la fin. Et ça, c'est un vrai choix, parce qu'auparavant, il s'était identifié à l'idéologie. Il s'identifie à l'idéologie « je veux devenir prêtre », alors que ça fait un peu inauthentique. Et donc, il emprunte une idéologie extérieure, puis finalement, il finit par faire le choix, il réfléchit à un moment donné, au bord de l'autoroute, il réfléchit, puis manifestement, il choisit en toute liberté. Et c'est en cette manière que je pense qu'il a évolué. C'est un processus de changement. Et pour moi, je pense que ce serait peut-être plus adéquat de parler de processus de changement plutôt que réellement une thérapie, parce qu'une thérapie, c'est quelque chose de pensé et qui fait interagir un thérapeute et un patient, alors que là, il n'y avait pas réellement de thérapeute, même s'il le revendique, puisque en fait, c'est l'application plutôt d'une idéologie avec des jugements de valeur, plus qu'une thérapie où justement le thérapeute doit se dégager des jugements de valeur. Je peux dire un mot quand même. D'abord, je veux dire que je ne suis pas du tout le porte-parole de cette communauté. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux à la sortie du film. Ils trouvaient que je ne donnais pas une image assez positive de leurs actions. Donc, voilà, j'estime avoir montré les choses dans leur complexité, suffisamment dans leur complexité pour qu'on puisse aussi ressentir des choses comme vous dites, mais je trouve ça un peu simpliste, quoi, un peu à charge. Et en fait, pour comprendre vraiment ce que vous dites, il faudrait presque, moi j'aimerais avoir la définition de ce qu'on appelle une thérapie réussie, parce que je pense que même dans des thérapies totalement laïques ou totalement médicales, le taux d'échec est très grand. Enfin voilà. Est-ce que par exemple de considérer qu'un gamin est encore en vie et qu'il se drogue plus, est-ce que ça ne suffit pas déjà de dire que c'est une forme de réussite? Enfin voilà, où on met la barre de la réussite dans une thérapie? Ce que je peux dire, même si je peux avoir un jugement assez sévère hein, sur cette communauté, et sur des choses que j'ai vues et tout ça, mais j'ai vu quand même des gamins aller mieux, réinsérer la vie professionnelle. Enfin voilà, on peut pas non plus dire que c'est un échec total et global. Après, on peut ne pas être d'accord avec la méthode. Alors en addictologie, il faut bien dire que d'abord il y a plusieurs niveaux là. Les niveaux, c'est niveau de personnalité, puis après il y a le niveau symptomatique du produit qui servait à colmater vraisemblablement des failles très importantes. Voilà. Et puis maintenant, on sait en addictologie que c'est un processus thérapeutique. C'est plus que c'est pas en termes de réussir ou pas réussir. C'est un continuum entre il est complètement dans le produit et progressivement, il y a plusieurs stades, des étapes de prise de conscience, puis de changement,
puis de consolidation qui sont généralement longs et qui font que on évalue un processus et pas tellement un résultat. Mais quel est le curseur du coup? Les curseurs, il va jouer dans la relation médecin-malade. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de médecin. Alors, oui, là, en l'occurrence, mais dans une thérapie avec un patient addict, on va dire voilà, au début, quelqu'un qui ne veut pas arrêter, c'est plus comme avant. Au XXe siècle, on disait ah bah vous n'êtes pas motivé, vous venez parce que vos parents vous ont dit de venir ou le juge vous a dit de venir. Je constate moi, docteur, que vous n'êtes pas motivé, donc je ne peux pas. Si vous n'êtes pas motivé, ça ne sert à rien. Revenez quand vous serez motivé. Moyennant quoi, on pouvait attendre longtemps. Donc maintenant, il y a des techniques motivationnelles qui permettent de limiter les risques, la réduction des risques, et puis d'engager un dialogue qui va s'engager éventuellement dans une thérapie, avec généralement des objectifs qui sont modestes au départ. Le premier objectif modeste pour des gens comme ça, ça va être, on va le revoir, hein, et pas revenez quand vous serez motivé, mais on va rediscuter. Alors ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois plusieurs années, sachant que l'objectif est maintenant, aujourd'hui, est très étalé dans le temps. Oui, donc tu es en train de dire que maintenant, effectivement, on va chercher le patient là où il est et on ne lui demande pas de venir là où est le thérapeute, quoi. Exactement, c'est-à-dire on est proactif. Et le but, ça va être de iketnuk, aider le patient là où il en est maintenant. Alors, on a abandonné, alors surtout c'est tellement intriqué en fait à la personnalité, c'est-à-dire à la vision du monde et à ses rapports avec les autres, que ça de toute façon, ça ne va pas changer comme ça. Le processus de changement chez quelqu'un qui est aussi alexithymique est long, passe par des étapes. Maurice Korkos l'a parfaitement expliqué hier, avec des étapes qui vont passer déjà par des thérapies centrées sur le corps, mais aussi par des thérapies centrées sur la création artistique, par exemple, ou l'expression artistique comme le théâtre, qui vont pouvoir, dans un premier temps, aider le sujet à verbaliser un certain nombre de choses indicibles. Et puis progressivement, c'est un processus progressif, progressivement, on va pouvoir s'engager de plus en plus loin. Et en intégrant maintenant qu'il y a des rechutes et que les rechutes, ça fait partie du processus et que les rechutes, c'est quelque chose qui arrive et qu'on essaie de retarder le plus possible, mais qui sont habituels. Est-ce que ça veut dire que dans cette communauté, ça aurait été intéressant qu'il y ait quelqu'un du soin, un médecin ou quelqu'un... Ça fait partie des... Pardon. Ça fait partie des... Il y a beaucoup de scandales autour de cette communauté et d'autres qui ressemblent, hein, parce que c'est pas du tout la seule. Mais effectivement, c'est non médicalisé. Il y a eu beaucoup de scandales à propos du sevrage, en fait, parce que les garçons, au départ, arrivaient... D'ailleurs, je dis les garçons, mais il y a des maisons de filles, hein. Les filles et les garçons sont séparés, évidemment, mais il y a des maisons exclusivement féminines. Ils arrivaient non sevrés. Donc ils étaient sevrés comme ça, sans surveillance médicale, ce qui est assez dangereux. Enfin, Oui, bah là, il fait une crise d'épilepsie quand même. Hein. Non, mais voilà. Donc maintenant, ils les prennent sevrés pour justement éviter ce genre de. Mais voilà, non, effectivement, il n'y a pas de. C'est des anciens toxicomanes, hein, d'ailleurs. C'est toujours des anciens alcooliques ou toxicomanes qui accueillent des. C'est un système de grands frères, petits frères, quoi. Donc ils sont ni religieux, ni médecins, ni thérapeutes. Là, c'est complètement hors cadre. Ah bah, oui. Si c'était dans un cadre thérapeutique, comme ça existe aussi, généralement, c'est pas la prière, c'est des groupes de parole ou animés par des psychologues, notamment, ou des infirmières, qui vont aider les sujets à verbaliser, quoi. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même esprit. Donc effectivement, avec une supervision éventuellement médicale, mais ça va être surtout éducative, avec des éducateurs, des infirmiers et des psychologues. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, alors justement, le film s'appelle La prière. Et vous avez beaucoup filmé la prière, seul, en groupe. Qu'est-ce que vous pouvez témoigner de cette question-là, justement, dans ce cheminement? C'est complexe. Témoigner, c'est-à-dire ce que je pense de l'effet de la prière sur les jeunes gens. Et aussi dans la construction du film, enfin, parce que c'est quand même un fil rouge. Oui, mais alors effectivement, les 4 grands principes de cette communauté, c'est la prière, le travail,
la vie en communauté et le témoignage. Enfin, ça, c'est les grands principes affichés. Et voilà, c'est les piliers et ils ne peuvent pas échapper à ça. Alors en fait, c'est pas vrai. Tout est obligatoire sauf la prière. Ça, je vous fais un peu de contexte. Hein. La prière est facultative, mais s'ils ne prient pas, ils doivent travailler. Donc en fait, assez vite, ils prient. Ils préfèrent prier que travailler. Mais par contre, ils peuvent prier bouche fermée, sans parole. Enfin voilà. Ils doivent être mobilisés le temps de la prière. Il y a pas, évidemment, ils sont quand même pas si bêtes, il n'y a pas d'obligation de croire, en fait. Mais il y a obligation de respecter ce temps-là, c'est 4 fois par jour, donc c'est le matin très tôt, et ça s'égrène au fil de la journée. Et donc, en fait, alors évidemment, on peut regarder ça sous l'angle religieux, hein, mais en fait, moi, la question que je trouve... Enfin, j'ose vous la poser, hein. Je suis tout seul, vous n'êtes que des médecins face à moi. Mais c'est plutôt, est-ce qu'il y a des choses qui se passent, est-ce qu'il y a des choses à en retirer, en fait? C'est plutôt d'inverser le processus, de se dire, d'observer ça et de se dire, ah ben oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant? Et la prière, disons alors elle peut être vécue comme un moment de communion avec Dieu, enfin pour les gens croyants. Il y a des gens, alors aussi il y a des profils très différents, parce qu'il y a des gens qui arrivent croyants, il y a des gens qui deviennent croyants. Ça, beaucoup m'ont raconté leur rencontre avec Dieu. Et puis il y a des gens qui traversent toute la communauté sans jamais croire. Il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont... La majorité des gens sont catholiques, mais il y a des gens qui viennent aussi d'autres religions. C'est-à-dire qu'ils sont aussi ils prennent vraiment les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, d'addiction, en fait, toutes sortes d'addictions. Mais ils ne sont pas du tout regardants sur l'origine religieuse. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la prière? Je ne sais pas, moi je ne suis pas croyant, donc je ne peux pas dire que ça soit une chose qui, moi, me touche personnellement, mais ça en fait, ça ne me touche pas, je ne crois pas, mais ça m'a ému. J'ai observé la prière et il y a quelque chose que j'ai trouvé quand même de très fort, en fait. Mais je pense que c'est un mélange de... C'est pas qu'une rencontre avec Dieu, la prière. J'ai ressenti aussi que c'était une rencontre avec soi. Ça pouvait être finalement associé à une sorte de méditation ou de rendez-vous avec soi, ou juste... Après, je vous dis aussi, parce que des choses, quand on fait des films, on les projette au sens propre, au sens figuré, les gens les regardent, et puis on reçoit aussi on lit beaucoup de choses. Alors j'ai juste 2 choses à vous raconter. Une fois, j'ai lu une phrase que je trouvais assez intéressante sur le film, qui disait, d'un journaliste qui disait, finalement, on pourrait résumer le film juste à... C'est un corps qui apprend à s'apaiser, à se calmer. Et je trouve que la prière, c'est un bon exercice de ce point de vue-là. Et puis, j'avais croisé une journaliste australienne à Berlin, justement, qui m'avait dit qu'il y avait eu des expériences tentées par des scientifiques en Australie, ou je ne sais pas où d'ailleurs, comme quoi, qui avaient théorisé le bienfait de la prière, en fait. Et que le fait, vous allez peut-être halluciner de ce que je vous raconte, que le fait de répéter une pensée, comme ça, le côté... Parce que, bon, tout le monde sait prier ou pas? Non, je ne sais pas. Vous voyez, ça se fait avec un chapelet comme ça, et on compte et c'est vraiment le nombre de fois qui compte. Pardon? Ben, qu'en tout cas, le fait de répéter une chose comme ça, hein, ça a quasiment un effet, je le répète mal, je ne sais plus comment il m'avait expliqué, un effet ouais, presque de laver le cerveau, en fait, c'est-à-dire d'arriver à chasser les idées noires. Voilà. On pourrait dire aussi, d'une certaine façon, il accède au symbolique. C'est pas son symbolique à lui, puisque c'est un symbolique qui vient de l'extérieur, mais qui va l'aider, puisqu'au départ, il a l'impression qu'il n'en a pas beaucoup. En tout cas, ça semble être dans le film, moi ce que j'en ai vu, c'est que ça fasse support de la parole. Oui. C'est-à-dire que c'est une parole d'un autre, mais après, ça devient le lieu de sa parole, enfin, quelque chose comme ça. Oui, puis avec la religion, il y a aussi beaucoup de morale qui s'accroche à la religion. Il y a des règles morales, mais qui sont finalement... Alors, évidemment, si on les associe à la religion, elles sont insupportables ou désagréables, mais si on les associe à la vie normale, elles sont pas totalement malsaines, comme l'humilité, la générosité, le fait de s'intéresser à l'autre, etc. Donc c'est aussi, on voit aussi, c'est tout un apprentissage de la règle. Il y a la règle au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de très dur, très autoritaire, et ça, je l'ai vu, et le film en témoigne. Le film ne fait pas semblant, mais il y a aussi quelque chose dans la règle qui est très... Voilà, qu'on pourrait résumer à du vivre ensemble, en fait, de considérer l'autre, parce qu'il y a, dans la pratique de la drogue, il y a quand même quelque chose de très enfermé où l'autre, finalement, n'existe plus du tout, quoi. Alors ça favorise les changements. Est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est thérapeutique? Je ne sais pas. Parce que nous, en tant que thérapeute, on est obligé de mettre sa morale à l'écart,
même si on sait bien que ça joue, même si on sait bien que la relation médecin-malade, forcément, on a forcément un aspect moral. Mais on essaie d'en avoir le plus possible conscience pour essayer que le sujet advienne de lui-même et pas par une idéologie. C'est ça qui va différencier la communauté religieuse, idéologique, d'un processus là réellement thérapeutique. Ça aussi pour répondre à la question de tout à l'heure. J'ai une question un peu naïve, mais quand on accueille un toxicomane dans une structure médicale ou une maison laïque, il y a des règles aussi quand même. À partir du moment où un être humain est accueilli dans un établissement, quel qu'il soit, il est quand même obligé un minimum d'obéir aux règles de la maison. Non ? Oui, mais plus sur une base, d'abord une base contractuelle, qui sera pas une base idéologique ou religieuse. Et là, il peut partir. Qu'est-ce qui fait qu'il reste? C'est une question pour moi ou... Oui. On en a parlé pas mal au déjeuner. Moi, j'avais une hypothèse un peu... Ce que j'ai observé, c'est que je dis des gamins, parce qu'ils sont très jeunes, même s'il y a des gens moins jeunes, il y avait des vieux aussi d'ailleurs, ils arrivent dans un état... C'est-à-dire que pour accepter de rentrer dans une communauté comme ça, qui est extrêmement... c'est très dur, quoi. Franchement, vraiment, c'est très dur. C'est 45 minutes de prière sur les genoux 4 fois par jour, c'est beaucoup de travail. Enfin vraiment, c'est pas drôle, quoi. Moi, je suis resté 10 jours et j'étais content de partir. Non, ce que j'ai observé, c'est que c'est des gens qui sont très très loin, quoi. Les gens n'arrivent pas... C'est pas des petits cas... d'addiction en fait. C'est vraiment... Donc on peut quand même aussi leur donner ce crédit-là, quand même, de récupérer des gens vraiment dans un état dramatique. Et moi, je crois beaucoup, je dis les choses simplement avec mes mots à moi, je crois beaucoup à l'instinct de survie, quoi. Je crois qu'à un moment, je crois que les gens qui arrivent là et qui acceptent de rester là, des mois, des années, parce qu'on parle en années, hein, les gens ne restent pas 3 mois, je pense que c'est parce que c'est ça ou la mort, en fait. Qu'à un moment, il y a une lumière qui s'est allumée dans leur cerveau, je ne sais pas où, ce qu'on appelle l'instinct de survie, qu'ils ont compris que s'ils ne faisaient pas ça ou autre chose, que en fait, c'était la mort qui les attendait, quoi. Et ça, ils le disent tous. Dans les témoignages, ils disent des phrases comme « j'étais au bout, j'étais arrivé au bout ». Voilà, c'est le bout de la route. C'était ça ou mourir. Ça revient très très souvent dans les témoignages. Alors, il y a plein d'hypothèses possibles. Moi, mon hypothèse de clinicien est un peu différente. C'est que ce profil-là de personnalité est plus façonné par l'environnement que par sa réflexion propre. Parce que probablement, dans sa vie, il y a le contrôle parental ou la guidance parentale, on va dire, était un peu défaillante et que du coup, il s'est construit un peu, peut-être, hein, c'est une hypothèse, hein, dans la rue, et que c'est un peu l'extérieur environnement qu'il a construit et que de fait, en plus, il n'a pas d'endroit où aller et qu'il se construit comme ça au fur et à mesure des événements et que là, il rencontre cette jeune fille, Sibylle, pour qui il éprouve un certain nombre de sentiments, il éprouve mais sans pouvoir les exprimer. Et à ce moment-là, il dit « retourne ». Et il retourne parce qu'il s'est trouvé qu'elle était là et qu'il a éprouvé quelque chose pour elle et qu'il fait ça. Donc, c'est une hypothèse. Peut-être que dans l'Assemblée, des gens ont d'autres hypothèses. Mais moi, je veux juste rajouter un truc, parce que pour dire comme la pensée, moi je me suis jamais posé la question de pourquoi il reste, parce que ça me paraît, en tant que scénariste, là je parle en tant que raconter l'histoire, pour moi ça me paraît évident qu'il n'a plus nulle part où aller, et que là il y a une sorte de quelque chose qui ressemble un peu à une famille. Mais par contre, ce qui m'intriguait, quand j'écrivais le scénario, c'est que je me demandais comment ils arrivaient, surtout. C'était plus ça, je me dis, mais comment on arrive au fin fond de la montagne, dans une communauté religieuse, finalement, qui ne fait pas de publicité à la télé. Et donc voilà, donc ça c'est plutôt à chaque fois des cas très, très particuliers. Mais par exemple, il y a un travail énorme fait par les curés qui ramassent des gens dans la rue, qui les récupèrent à la Croix-Rouge, je sais pas où, au Secours catholique, et qui leur parlent de ces communautés et qui les amènent, en fait. Il y a une question là-bas. Moi, après le spirituel, je voudrais revenir à sortir un peu du domaine fictionnel. Et j'ai une question concernant l'argent. Cette communauté, elle est autofinancée par le diocèse. Est-ce qu'ils ont un prix de journée? Et puis le dernier point, c'est comment est-ce qu'ils sortent? Ils et elles sortent. Comment ils se dédouanent? S'il y a psychothérapie,
quel est le prix qui s'engage. Donc on a eu quelques éléments au niveau personnel, mais au niveau, voilà, quel est le deal. C'est un petit peu lourd comme mot, mais... le deal avec la communauté. Voilà. Quels sont les enjeux, dont la question financière. Mais c'est la question financière est très bonne parce que c'est très opaque et ça a fait partie des scandales. Il y a eu beaucoup de scandales autour de cette communauté parce qu'en fait, c'est une communauté qui a démarré en Italie et puis en fait qui s'est répandue dans le monde entier parce qu'en fait, les gamins, enfin, une fois qu'ils vont mieux, soit ils rentrent dans les ordres, soit ils retournent à la vie civile. Et un des axes qu'ils ont, c'est de monter une autre maison, en fait. Et pour eux-mêmes accueillir d'autres toxicomanes. Et donc, ce qui fait que maintenant, il y a 150 maisons dans le monde. Il y en a en Amérique du Sud, dans les pays de l'Est, il y en a partout. Donc, c'est une nébuleuse. Et il y a eu beaucoup de scandales autour de cette communauté. C'est pour ça qu'ils étaient très inquiets de ce que j'allais dire, pas dire, un peu parano. Et notamment l'argent. Le problème de l'argent est la chose la plus opaque. Et alors, après, moi, vous voulez mes hypothèses à moi? Non, alors, il y a le discours officiel, c'est qu'ils vivent de la providence. C'est cette chose extraordinaire qu'ils appellent la providence. C'est-à-dire qu'ils prient, je vois que les gens rigolent, ils prient et la nourriture arrive. Et alors, en fait, dans la réalité, ils vivent beaucoup des dons des familles. Parce qu'ils accueillent des gens très pauvres, mais ils accueillent aussi des familles très aisées, des enfants de familles aisées. Donc il y a beaucoup de dons des familles. Et puis surtout, et ça c'est la chose qui n'est pas dite du tout, c'est qu'il y a une force de travail, une masse de travail absolument colossale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la production. Donc il y a des vergers, il y a des potagers, il y a de l'élevage, il y a des maisons en ruine qui deviennent des maisons magnifiques et tout ça. Donc en fait, il y a une microéconomie. C'est-à-dire que, non, c'est totalement gratuit, les gamins ne payent rien, mais en fait, comme un des piliers de la thérapie, c'est le travail, en fait, il y a une... Et donc, par exemple, il y a plus de main-d'œuvre que de travail, ce qui est le contraire de la société. Donc, par exemple, on leur a offert, je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez, c'est de l'antiproductivisme, on leur a offert une machine pour tondre l'herbe. Ils l'ont rendu parce qu'ils ont dit non, il vaut mieux tondre à la main parce que ça occupe 4 garçons, alors que si on tond l'herbe, il n'y en aura qu'un qui sera occupé. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée de l'économie, en fait. Il y a la masse de travail crée une économie, en fait. Oui. Allez-y. Merci. Je m'adresse au réalisateur. J'étais un petit peu troublé du choix, et c'est un choix de garder justement cette atmosphère de silence. Les émotions qui sont décrites et jouées sont celles qui sont liées au manque et surtout à l'absence de produit au départ. Ensuite, le héros donc devient beaucoup plus doux dans son regard, dans sa manière d'être. Mais à travers le film, on traverse beaucoup de moments très angoissants. Le rire partagé, on le voit de temps en temps. Mais par exemple, quels mots sont dits et où? Sur la frustration, quand ils sont deux, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va chambrer l'autre, qui va rigoler parce qu'ils sont que tous les deux ensemble à dire des bêtises? Quand un compagnon est décédé, il n'y a pas la police, on ne voit rien du tout de tout ça, et ça n'est même pas parlé. Donc ça donne une image où le seul vecteur de parole ou des émotions se retrouve dans les psaumes officiels, et où finalement les choses de la vie quotidienne qui engendrent énormément d'émotions différentes n'ont pas accès à une parole. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi les témoignages, il y a quand même, on voit les gamins jouer de la musique ensemble. Enfin, je pense qu'effectivement, je sais pas, enfin, je crois pas qu'il y ait que la parole. Avec son ange gardien, il parle beaucoup. Il y a des discussions sur sa vie à lui, mais le choix qu'on a fait de scénario, de fiction, c'est que le personnage principal soit très silencieux, et je crois qu'il il ouvre la bouche au bout de 40 minutes de film, ce qui est déjà en soi une chose particulière. Mais voilà, ça c'est des choix de fiction, je dirais. De toute façon, un film, c'est 1h30, maximum 2 heures, donc voilà, on montre pas tout. On fait des choix de montrer certaines choses. Donc je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Hein.
Oui. Un micro, s'il vous plaît. Mais par exemple, une des scènes les plus émouvantes du film, c'est quand il fait ses adieux à la communauté, et là, il y a vraiment de la parole qui se déploie, et il se parle de sentiments, d'affection, etc. Pardon. Non, pas du tout. Pour être marboréen comme ça, parce que moi j'ai trouvé extraordinaire, et je l'ai revu récemment dans Tu mérites un amour, où il a aussi cette capacité à exprimer beaucoup en parlant très très peu. Et il joue dans le film de avec Guillaume Canet, là, sur les paysans, qui vient de sortir. Non, il n'était pas connu. C'est son premier grand rôle. Il avait fait des tout petits rôles à droite à gauche, mais c'est son premier grand rôle. Et d'ailleurs, nous, on y tenait beaucoup. Bah, c'est un risque industriel, hein, parce que c'est moins risqué de miser sur des acteurs connus. Mais en fait, pour moi, je ne pouvais pas faire ce film avec un acteur connu. C'était de même que on sait rien de lui, qu'il arrive un peu comme un personnage de western. Finalement, il tape à la porte, il rentre. Il fallait que ça soit une page blanche aussi du point de vue du spectateur. Voilà, il fallait vraiment que tout. Et puis la drogue, la foi, la rencontre avec Dieu. Enfin voilà, il fallait que tout ça se raconte vraiment sur un visage qu'on ne connaît pas. Enfin voilà, il fallait qu'on puisse projeter toute cette histoire-là, quoi, qui est plus grande que lui en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question. D'autres questions? On parlait dans le film, donc si on peut dire thérapie, de la nécessaire expérience de la solitude pour avancer. Et du groupe aussi. Enfin, dans le film, en tout cas, ils font aussi l'expérience de la collectivité, mais bon. Oui, enfin, thérapie, enfin, processus de changement, je préfère. Il est en train de changer. Parce que là, pour le coup, c'est spontané. Il se perd dans la montagne. Et là, il se blesse. Il se retrouve tout seul. Il perd les autres. Et à ce moment-là, il est seul face au monde. Dans un monde hostile. Dans la nuit. Et là, il parle à Dieu. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, là où il y a le processus de changement, c'est que c'est lui, il parle à Dieu. Il aurait pu parler à un autre Dieu, ou à la nature, ou à lui-même. En tout cas, c'est lui qui parle, et on a l'impression que c'est un moment clé dans le film, parce qu'il prend conscience de son individualité, et qu'il y a un monde autour de lui, et qu'il y a un rapport de lui au monde, et qu'à partir de là, et que c'est un peu nouveau pour lui, et que ça va même c'est peut-être ça, hein, je ne sais pas, mais qui va faire qu'il va s'identifier à celui à qui il a parlé, c'est-à-dire Dieu, pour devenir prêtre. Il veut devenir prêtre. Mais c'est un petit peu inauthentique. Mais il y a un changement là qui se fait là, un peu spontanément. Là encore, sous l'effet des circonstances, de l'environnement. C'est pas lui qui l'a choisi. Mais le but, le résultat, c'est que il change. Il n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant. Il prend conscience. Il y a un élargissement de son champ de conscience qui fait qu'il n'est plus comme avant. Et que et il peut le verbaliser, même s'il emprunte un discours à la religion. Et ce faisant, il arrive finalement à s'individualiser et accéder au symbolique, à la parole, etc. Et finalement à exercer sa liberté, c'est-à-dire à faire des choix. Et ça, c'est tout à fait... Là, c'est un processus de changement qui est clairement... Il sort de la dépendance au produit, il sort de la toxicomanie, là, quand il fait ce cheminement-là. Mais on peut aussi dire l'inverse, c'est ça qui est drôle, c'est que on peut dire que la prière agit comme de la drogue, et que ça crée aussi de la transcendance et des hallucinations. Eh ben, elle va créer de la drogue, et ça on le voit, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui vont s'identifier aux thérapeutes. Et alors ça, on voit ça beaucoup. Par exemple, on a beaucoup de jeunes, les plus jeunes, ils vont dire, on leur demande qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, en leur donnant la parole, en espérant qu'ils vont s'individualiser. Et ils répondent, je veux devenir éducateur. Ah, donc, et c'est typique ça. Donc, si ça reste effectivement à l'idéologie d'emprunt, comme ça peut enfermer, ça c'est sûr. Ou il y en a qui s'enferment comme ça avec leur thérapeute pendant des années. Donc ça fait pas évoluer les choses. Ce qui fait évoluer les choses, c'est qu'ils prennent conscience de son individualité, de son rapport, d'un certain rapport au monde qui est le sien, et d'un certain rapport aux autres, qui fait qu'il va pouvoir exercer des vrais choix, comme il a fait à la fin. À la fin, il fait un vrai choix. Il voulait justement
Et c'est pour ça qu'il veut dire que c'est un vrai choix. Il ne s'arrête pas à je vais devenir prêtre, puis finalement il fait séminaire. À un moment donné, il réfléchit, puis il dit non, non, finalement, il va voir sa copine en Espagne. Et là, c'est un vrai choix. Et ce vrai choix me fait dire que il a avancé. Il a avancé dans son processus de changement vers une individualisation. La découverte de l'altérité qui permet justement à reconstruire une personnalité qui est extraordinairement abîmée au début du film. C'est là effectivement que ce film est intéressant. C'est un parcours de changement qui n'a pas valeur d'exemple, mais qui pose beaucoup de questions. Ah non, il aurait pu évoluer d'une façon différente, ou d'autres sujets auraient pu évoluer d'une façon différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le processus de changement qui est hors cadre, complètement hors cadre, hein. Il n'y a pas de prix de journée, rien. Il est totalement hors cadre, mais il change quand même. Et ça nous montre, là pour le coup, ça nous force à être un peu avoir de l'humilité. Mais ça, on le sait, on sait qu'il y a des gens qui changent spontanément, ou sous l'effet de circonstances qui ne sont pas liées à nous. Mais ça, quand on a l'habitude en addictologie, c'est ce que je disais hier dans les ateliers, c'est que nous, le thérapeute, ça rejoint aussi la remarque du début, c'est que nous, on n'est pas tellement, les psychiatres aussi, mais je suis psychiatre aussi, mais on n'est pas tellement dans un modèle médical traditionnel du style, bon, ça va pas, on donne un médicament, on pratique une psychothérapie ou une sociothérapie, une réhabilitation, et puis ça marche, parce que c'est pas forcément comme ça que ça marche, c'est ces processus de changement que j'ai indiqués, ils viennent du sujet. Et donc, c'est pas notre boulot à nous, addictologues, c'est pas faire changer le sujet, c'est aider le sujet à changer, qui est totalement différent. Donc, le médicament qu'on va donner, c'est surtout pas prenez ça, ça va aller mieux. C'est pas comme ça que ça marche. On va aider le sujet. Le médicament peut aider le sujet. La psychothérapie ou le psychothérapie peut aider le sujet. La famille aussi. Mais c'est pas nous qui changeons le sujet. C'est lui qui change. Et c'est ça la différence. Et dans le film, c'est lui qui change. Donc, il a trouvé la prière, ou la religion. Il aurait pu trouver autre chose. Là, ça l'a aidé à changer. Bon, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Maintenant, il y a plein d'interprétations possibles. Il y en a qui... Oui, enfin, il y a un mot qu'on n'a pas entendu peut-être, c'est la question de l'amour. Alors, on a rappelé quand même que c'était un sentiment avec le désir. Je crois que c'est Descartes qui les inclut dans les émotions. Parce qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est mis en exergue par cette communauté, l'amour de Dieu, qui pourrait effectivement guérir, entre guillemets, en tout cas. Là, la fin, là, c'est effectivement l'amour de cette jeune femme. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle avec l'amour de transfert? Parce que dans la thérapie, il y a quand même cette dimension aussi du transfert sur un thérapeute. Enfin, moi, j'interroge ça un petit peu. En tout cas, alors, ce que je peux dire de la rencontre avec la jeune femme, c'est que c'est vraiment la partie la plus fictionnelle du film, que pour les gens de la communauté, c'était horrible. Qu'ils puissent s'enfuir de la communauté pour aller faire l'amour avec une jeune femme, c'était inimaginable. Ça a fait partie de leur raison, de leur colère. Hein. Il y a aussi une dimension, c'est que, comme dans toutes les institutions un peu totalitaires ou totalisantes, c'est sexless. Hein. Ce qui apparaît quand même, c'est qu'il y a la communauté des femmes d'un côté, des hommes et peu d'échanges. Hein. Non, pas du tout. Ah si, comme c'est montré dans le film, d'ailleurs, ils se croisent de temps en temps à des fêtes, donc 2 ou 3 fois par an. Ils ont le droit de faire amitié. Et la sœur fondatrice autorise un mariage de temps en temps. Non, mais tout ça est réel, aussi incroyable que ça puisse paraître. Voilà, et effectivement, les relations sexuelles sont totalement interdites. Alors, ça ne veut pas dire que. Et l'amour, ils insistent pas tellement sur l'amour de Dieu, j'ai trouvé. Ils insistent plus sur la protection, je dirais. C'est plus l'idée que Dieu te protège ou que t'ailles, et que si tu continues à prier et à croire, Dieu te protégera. C'est plus ça que j'ai. L'amour, c'est une grande question. En tout cas, moi j'ai mis la question de l'amour au centre. Je l'ai rajouté finalement. J'ai dit à un moment, le choix du héros, c'est entrer dans les ordres ou rencontrer une femme. Pour aller vite, ils ne sont pas au niveau du névrotique, hein, mais bien en deçà. Quoi, donc,
Bien, alors je regarde l'heure, Alain, on va te libérer parce que sinon tu risques de louper ton train, donc ça sera embêtant. Est-ce qu'il y aurait une dernière question par rapport à ce film? Il y a effectivement, on parlait donc de la solitude qui était expérimentée par cette peur dans la montagne. Alors ce serait l'exemple ou un contre-exemple de psychotrauma qui est positive et qui permet de reconstruire, alors que classiquement les psychotraumas sont dévastateurs, voire destructeurs. Voilà. Donc c'est le rapport, la question de la résilience dans un contexte, on n'a pas prononcé le mot, mais sectaire. En quoi cette communauté se distingue ou ne se distingue pas de fonctionnement sectaire. Voilà. Bon, on aurait pu encore discuter de beaucoup de thèmes à propos de ce film. En tous les cas, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Si tu as un dernier mot à dire. J'étais très content. C'est pour moi une expérience particulière. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais parlé.